Match du jour de la 7e journée du championnat, Matra Racing Marseille évidemment, mais nous verrons également tous les buts pratiquement. Oh, il n'y en a pas eu beaucoup. De la 6e journée qui s'est déroulée mercredi dernier, un sujet tactique avec Marcel Husson et ses 3 attaquants, Black, Michiche et Ricky. Le président de Cannes, Madame le maire Anne-Marie Dupuis, un reportage de Bernard Renaud et puis notre séquence étranger avec un match au sommet entre Nottingham Forest et Everton. Ça devrait être pas mal du tout. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonjour Thierry. Derrière nous, Salut, les Didier. Reds de Fofana depuis le début de la saison. Il avait déjà marqué 3 buts. Il s'est distingué lors du match au Parc des Princes mercredi dernier. On va voir tout cela avec Yves Kupferminck, donc contre le PSG, Monaco PSG. Comme une grande partie du public parisien, Pierre Bianconi, l'arrière droit du Paris Saint-Germain, a fait mercredi soir la connaissance de l'ailier gauche monégasque Youssouf Fofana. Pas le Fofana qui depuis 3 ans faisait dans un relatif anonymat l'apprentissage du football de haut niveau, mais le vrai, celui qui à 17 ans était la terreur de toutes les défenses d'Afrique et qui à 21 ans est en train de devenir l'un des meilleurs attaquants opérant en France. La preuve, il l'a apporté durant les 90 minutes du match PSG-Monaco, réussissant sur son aile gauche tout ou presque tout ce qu'il a tenté. Des fautes comme celle-ci, Bianconi et ses coéquipiers en ont commis un nombre incalculable. Il est vrai que c'est le seul moyen de stopper l'Ivoirien, particulièrement déchaîné et surtout culotté comme le prouve un grand pont en pleine surface, au nez et à la barbe de Janol. La force de l'Ivoirien, c'est bien sûr le dribble, un geste qui dans le football moderne a une fâcheuse tendance à disparaître. Un dribble qu'il exécute dans n'importe quelle position, avec une préférence tout de même pour son aile gauche. C'est là qu'il utilise son arme de prédilection, le crochet extérieur du pied gauche accompagné d'un démarrage foudroyant. Bocandé n'a rien vu, pas plus que Poulain, obligé de commettre une faute. Dans un grand jour, Fofana est pratiquement inarrêtable, pas étonnant donc de voir les défenseurs utiliser les grands moyens. Car quand ils ne le font pas, Fofana, lui, est passé et avec un peu plus de réussite, il aurait pu inscrire 2 ou 3 buts. Youssouf Fofana est d'ailleurs à l'origine de l'expulsion de Pierre Bianconi, tout comme il est à l'origine du seul but du match, inscrit juste avant la mi-temps par les Monégasques. Ici, il entre en possession du ballon, il efface Poulain, puis Bianconi, et enfin Janol, avant de tirer sur Joël Batz. Finalement, c'est Marc Atlet qui inscrira ce seul but du match. Quant à Fofana, si vous le voyez, dites-lui que des matchs comme ça, on en redemande. Et alors il y avait évidemment mercredi, c'était la première fois dans ce championnat, une journée en semaine. Yves Kupferminck nous a parlé du match au sommet. Nous allons vous rappeler ce qui s'est passé avec les autres rencontres de ce mercredi de championnat. C'était la 6e journée. Avec un bon match nul entre le promu et le champion. Le Havre-Toulon, encore un match nul. Les Havrais peinent pour s'exprimer sur la pelouse de Jules Deschazeaux. Pourtant, sur une belle ouverture de Monteil, Testa pivote et ouvre la marque. C'est juste avant la mi-temps, 44e minute. Mais Toulon, c'est une des équipes vedettes de ce début de saison. Et sur ce centre de Pardo, Joël Henry met les 2 équipes à égalité à la 82e minute. C'est un bon match nul obtenu par les Varois à l'extérieur. Metz, Matra Racing, pas de but, encore un match nul pour le Matra Racing qui a réalisé, paraît-il, un bon match, comme me l'a dit Frédéric Jaillant. Et Niort, un superbe match, vous l'avez peut-être vu sur Canal+ mardi soir, contre Saint-Etienne. Vraiment, ça allait de tous les côtés sur les ailes. Niort qui avait raté un pénalty par Renmi, mais qui ouvre ici la marque. Nous sommes en deuxième mi-temps, peu de temps après le pénalty d'ailleurs. Quelques secondes plus tard, El Hadaoui égalise pour Saint-Etienne. Mais Niort a vraiment fait tout le jeu avec un super Amnala, vraiment un super joueur qui est venu au professionnalisme assez tard puisqu'il est arrivé à l'âge de 27 ans. Professionnel et finalement Marini, à quelques minutes de la fin avec beaucoup de sang-froid, qui était entré en cours de jeu, donne une victoire on ne peut plus mériter à Niort. La surprise du mercredi à la 86e minute au Stadium. Un débordement de Sassus, un ancien Toulousain, et un centre en retrait pour Barbera. Et Cannes bat Toulouse au Stadium 1-0.
Dans le derby du Nord, Lens l'a échappé belle. Lens qui connaît un début de championnat assez difficile puisque c'est Lille qui avait ouvert la marque par Vandenberg avec beaucoup de finesse en deuxième mi-temps. Et dans cette même mi-temps, mais à 2 minutes de la fin, Lens va bénéficier d'un penalty. Fiard, vous le voyez avec son numéro 6, se prend la tête à deux mains. C'est vrai que c'est rageant d'être revenu à la marque comme ça, dans ces conditions. Penalty réussi par Oudjani. À Auxerre, mercredi, il s'est passé quelque chose de grave, quelque chose que l'on ne devrait pas voir sur un terrain de football après qu'à la 3e minute, le Camerounais Oman Biik, pour son premier match en première division, ait trompé Martini et donné l'avantage à Laval. Regardez, Ferrer se présente seul devant Rousseau, l'évite, et Rousseau déséquilibre l'attaquant qui tombe quelques mètres plus loin, fracture du fémur. Il faudra attendre longtemps avant de revoir Ferrer, c'est dommage. Gudzinski égalisant dans les arrêts de jeu. Nice était mal parti au stade du Ré contre Nantes qui avait ouvert la marque par Rio. Malheureusement, nous n'avons pas le but de Rio. Voici l'égalisation sur pénalty de Daniel Bravo après une faute sur Djelmas. Encore Daniel Bravo, toujours en première mi-temps, qui ouvre bien pour le jeune Massa, meilleur buteur à l'issue de cette journée avec 5 buts en compagnie d'Atlé. Un jeune dont on reparlera, qui va marquer d'ailleurs le 3e et dernier but de l'OGC Nice. Il y aura d'ailleurs un reportage sur l'OGC Nice la semaine prochaine. Nous devions le passer aujourd'hui, mais l'actualité est trop brûlante. Nous n'en avons pas la place. 3-1 pour Nice, qui avait un peu le couteau sur la gorge. Marseille, de l'autre côté du bassin méditerranéen, peine sur sa pelouse et il a fallu attendre la 78e minute, un petit coup franc entre Giresse et Klaus Allofs pour que les Marseillais triomphent enfin de Brest. Mais 1-0 finalement, ça suffit. Voilà, pour la 6e journée, 166 300 spectateurs, c'est le record depuis le début de la saison, car le record c'est 180 000, même 188 000. En revanche, il n'y a pas eu beaucoup de buts, 16 seulement. Nous passons maintenant à la 7e journée, je vous l'ai dit, match du jour. Vous reconnaissez derrière moi l'équipe de Marseille, maillot bleu, et puis en blanc, eh bien le Racing Club Matra Racing, Frédéric Jaillant. Racing Marseille, à une semaine près, c'était déjà il y a un an. L'OM avait gagné 1-0 et avait pris son envol. Petit retour en arrière. Voici l'équipe de Marseille qui avait alors été alignée. Vous allez voir apparaître celle qui a joué hier soir. En tout, 6 changements et 4 joueurs. Anigo, Loret, Siskovic et Kuben qui ont quitté le club. Paradoxal d'avoir à ce point changé un groupe qui tout de même, la saison dernière, avait séduit. L'année dernière, c'est vrai qu'on avait fait une saison tout à fait exceptionnelle, mais qu'en fin de compte, on avait raté tous les grands rendez-vous et on a des ambitions non seulement nationales cette année, mais internationales. On a voulu prendre des joueurs expérimentés, certains internationaux, et c'est pour ça qu'il y a eu ces changements dans notre équipe. Passons du côté du Racing. Voici l'équipe de la saison dernière. Certes, les noms de Bossis, Lidbarski, Francescoli, Bureau sont rayés, mais contrairement à l'OM, ces joueurs, à part Lidbarski, sont toujours au club. L'équipe a été renforcée et non modifiée. Si on prend un joueur, il arrive à Paris, il ne connaît pas, le temps qu'il s'adapte, 3 mois, 4 mois, mais si on en prend 8, 10 comme nous avions pris, peut-être une erreur, je le confesse, d'avoir voulu aller trop vite, on ne peut pas compresser ce temps d'adaptation. Alors bon, on a gâché notre saison, mais on ne l'a pas complètement gâché, on en a retiré le bilan des erreurs, et puis on a laissé faire le temps. Et aujourd'hui, je crois qu'on commence à avoir les premiers retours de cette patience. Ce qui a changé au Racing, en revanche, et pas à Marseille, l'entraîneur. Arthur Jorge est portugais. Son palmarès est impressionnant. 30 sélections avec le Portugal en tant qu'avant-centre, 2 fois meilleur buteur du championnat, 5 titres, 2 coupes et enfin en tant qu'entraîneur, récent champion d'Europe avec Porto. Pourquoi ce petit match avant la rencontre? C'est un chauffement normal. Je pense qu'on essaye de faire les entraînements et le chauffement le plus proche possible du match. Et je pense que c'est donc anticiper le match, c'est ça. Dans la vie, Arthur Jorge parle 6 langues. Sur le banc, il lui en reste 2, le français. Joue bien, joue bien. Joue bien, c'est pour les autres. Mais aussi, que voulez-vous, le portugais. Oui. Et voilà. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire?
Je pense que c'est portugais, voilà. Et alors, ça veut dire quoi? C'est aller faire quelque chose, peut-être aller, c'est peut-être comme ça. C'est pas un secret? Non, pas du tout. Il n'y a pas de secret en football. De l'autre côté, Gérard Banide, lui, on le connaît bien. Peut-être parle-t-il avec Bernard Tapie des petits problèmes de l'OM. Cette année, tout le monde nous attend au tournant et c'est difficile à supporter. C'est-à-dire qu'on est un petit peu l'équipe à battre sur notre valeur de l'année dernière. Petit détail avant le match, voici l'entrée des Parisiens qui viennent s'échauffer. Les Marseillais étaient déjà installés, mais c'est pousse-toi de là que je m'y mette. Papin et les Marseillais prennent la chose avec le sourire, mais ils doivent changer de côté. Le Racing ne veut pas modifier sa vieille habitude, celle de s'échauffer dans cette partie-là du terrain. Le match, un peu moins de monde que prévu, 25 000 personnes au Parc des Princes. Marseille joue en bleu donc, mais d'entrée, c'est Fernandez qui annonce la couleur. Libéraux en l'absence de Bossis, Fernandez intercepte, il s'en va, il donne sur la gauche à Crimo. Un centre tendu, une reprise de Fernier, mais au-dessus. Et toujours au passage, les petits gestes sympas de Joseph-Antoine Bell. On jouait depuis 2 minutes. Le Matra Racing contrôle le jeu, mais il faut attendre 20 minutes pour voir la deuxième occasion sérieuse. Tir de Bucher, de nouveau au-dessus. 2 minutes plus tard, nouvelle interception de Fernandez. Même scénario, une fois encore, il s'en va. Il donne à Bucher. Pendant ce temps-là, Fernandez poursuit son action. Il récupère le ballon de Libéraux, il est passé arrière droit. Et là, c'est finement joué de sa part. Petite pichenette vers Bucher qui prolonge et Fernier qui ne peut reprendre. Quant à Bell, c'est ce qu'on appelle travailler dans la bonne humeur. 23 minutes de jeu, la seule occasion marseillaise de la première période. Et elle n'est pas bien méchante. Forster pour Diallo et Mahut finalement qui peut détourner en corner. Dans ces conditions, le Racing et l'inévitable Fernandez vont de nouveau se montrer dangereux. Crimo lui aussi est dans les bons coups. Le retourné de Fernandez à côté. Fernandez que l'on retrouve juste avant la mi-temps. Il résiste à plusieurs Marseillais. Petite balle pour Bucher, contré. Finalement, un tir d'Umpierrez. Bell est à l'arrivée, 0-0 à la mi-temps. La deuxième période, elle sera plus équilibrée que la première. Et une grande différence, cette fois, les meilleures occasions seront marseillaises. Exemple, à l'Ofs, sert Giresse qui se retrouve seul, mais il tarde un petit peu. Et le Matra Racing peut se dégager. 5 minutes plus tard, milieu de deuxième période, nouvelle alerte pour les Parisiens. Alofs se présente seul devant le méta et superbe réflexe du gardien du Racing. Le match alors aurait pu basculer. Les Parisiens, de leur côté, manquent d'un rien d'ouvrir le score. Ce ballon de Crimo au ras du poteau. Côté marseillais, long ballon de Gengini pour Papin, mais au départ, contrôle, voilà, mal assuré, c'est trop tard. Olmeta s'en tire sur ce coup-là pour le mieux. Et finalement, c'est sur une dernière envolée de Joseph-Antoine Bell que se termine cette rencontre. Le Matra Racing et Marseille font match nul 0-0. L'homme du match, vous l'avez compris, Fernandez. Si en deuxième période, il fut plus prudent qu'en première, ce fut par moments un véritable festival. Efficace en défense, dangereux en attaque, bref, le spectacle à lui tout seul, étonnant pour un libéraux. Dans le schéma tactique que prévoit notre entraîneur, c'est un schéma où le libéraux a droit aussi de jouer, de provoquer, d'aller de l'avant, de participer énormément dans le jeu. Mais je crois que chacun à son poste essaie d'apporter un plus. Enfin, petit tour de magie avec le numéro 7. Vous reconnaissez bien sûr Alain Giresse. Et pourtant, et oui, Giresse porte le numéro 8. Bon, pas de mystère, si le 8 c'est bien Giresse, le 7 en fait s'appelle Patrick Aprilou. Il y a 3 mois, il jouait encore à Tahiti. Oui, c'est un rêve de jouer avec Giresse, avec Domel, au Parc des Princes, même avec Klaus Allofs, le capitaine d'Allemagne. Ça fait drôle, hein. C'est un rêve, hein. Il faut le faire. Hein. Et pour les supporters de l'Olympique de Marseille, je recommande ce livre qui vient de sortir de notre vieux camarade René Vollery aux éditions Horvat,
l'Olympique de Marseille, les dossiers secrets. Et il est peut-être l'homme qui les connaît le mieux, René Vollery, ces dossiers secrets. Autre match important de cette soirée d'hier, le derby du Sud-Ouest, Toulouse-Bordeaux, ou plus exactement Bordeaux-Toulouse, puisque le match avait lieu à l'Escure. Un match qui commence très vite avec une équipe de Toulouse sans complexe. Elle avait, semble-t-il, digéré ses 2 dernières défaillances. Et un premier tir de Marsico est détourné sur la transversale par Dropsy. Marsico suit, mais il est accroché par René Girard. Monsieur Quignou, qui a suivi l'action lui aussi, accorde le penalty transformé par Marsico. On joue depuis à peine 1 minute et Toulouse ne pouvait pas mieux débuter ce derby. Pourtant, Bordeaux, cette année, sur sa pelouse, n'est pas facile à manier, même s'il y a des erreurs inhabituelles. Et 5 minutes plus tard, c'est Zlatko Vujovic qui est accroché par Ruti. Philippe Farjon désigne le point de pénalty. Touré transforme, 1 partout, un pénalty partout. 5 minutes de jeu. Dès lors, on pense que les Bordelais, à l'image de Jean Tigana, vont prendre le match à leur compte et dominer une équipe de Toulouse un petit peu incertaine en ce moment, comme le prouve la défaite 5-1 à Monaco et surtout celle concédée face à Cannes quelques jours plus tôt. Et c'est vrai que Bergerot doit intervenir souvent dans les pieds des attaquants bordelais. Et puis, à la 22e minute, sur une jolie montée de Touvenel, très actif en cette première période, René Girard en profondeur va servir Jean-Marc Ferreri, qui lui aussi revient bien. L'ancien Auxerrois marquant le but qui donne l'avantage aux Girondins de Bordeaux, 2-1 à la mi-temps. La deuxième mi-temps va être beaucoup plus chaude, Toulouse voulant revenir à la marque, Bordeaux essayant d'égaliser, comme ici où il faut que la défense centrale de Toulouse sauve sur la ligne sur cette action de Zlatko Vujovic. Et sur ce coup franc de José Touré, qui poursuit peut-être un petit peu loin son action, le ton va très sérieusement monter sur la pelouse de l'Escure. Et tout de rouge vêtu, monsieur Quignou va choisir le dialogue et faire venir à lui les 2 capitaines, Bergerot d'un côté, Jean Tigana de l'autre, et leur dire, dites-moi messieurs, un derby, un match de football au sommet, 20 000 personnes qui vous regardent, ça n'est pas ça, ça n'est pas une réunion de voyous. Alors on ne se bat pas sur la pelouse, on se calme, et effectivement, les 2 équipes se calmeront. Et il y aura encore une très jolie action de José Touré qui se cogne au poteau et qui envoie la balle sur la transversale. Bordeaux mène toujours 2-1. On pense que Bordeaux va gagner ce match. Petite cause, grands effets. Touvenel a perdu ce ballon. Et regardez bien, dans l'action, remise en jeu des Toulousains. La balle à Espagnol, exploit sur le côté gauche, centre, remise de la tête de Marsico et but de Gérald Passy. 2-2. Voilà comment on perd un match. Oui, c'est une pointe de perdu encore ce soir. On a fait encore match nul. On prend beaucoup de buts à la maison. C'est quand même une chose qui est assez grave. Et c'est vrai qu'on a des problèmes. Je ne pense pas que ce soit simplement au niveau de la défense. C'est vrai qu'on a un petit problème de cohésion. Je crois que c'est sur le plan collectif. On s'est laissé manœuvrer un petit peu comme les Toulousains ont voulu. Ils nous ont laissé venir, ils nous ont pris en contre. Et jusqu'à la dernière minute, on était à la merci de prendre un but. Et comme notre jeu collectif n'est pas des mieux en ce moment, je crois que ce soir, bon, on fait match nul encore et on peut dire qu'on perd encore un point. On a fait le match qu'il fallait pour se rassurer. En ce moment, on est dans une période de doute, on perd chez nous et je crois que à partir de là, il fallait avoir une réaction. On ne l'a pas eu contre Cannes chez nous, on l'a eu ce soir avec la manière, je crois. Et je crois que c'est le point très positif de ce match-là. Le FC Metz est une équipe qui surprend agréablement ces dernières années, surtout grâce au très bon travail d'Henri Kasperzak, ensuite de Marcel Husson, Carlo Molinari, les joueurs, bien sûr aussi une équipe spectaculaire qui marque beaucoup de buts, même si cela n'a pas été le cas cette semaine. Pourtant, ce ne sont pas les attaquants qui manquent. Frédéric Jaillant, sujet tactique. Que les gendarmes, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme. Ouh, ça va. 17h, dans l'une des salles du stade Saint-Symphorien, traditionnelle collation d'avant-match. Des joueurs comme les autres, mais une équipe différente. Metz, à domicile, joue avec 3 véritables attaquants. Au centre, Black. Il a 23 ans, il est écossais. Malgré une pubalgie et plusieurs mois d'absence, il réussit 10 buts la saison dernière. Sur le côté droit, Michiche. Lui aussi a souffert d'une pubalgie, mais surtout, récemment encore, il voulait changer de club. Depuis, il n'a pas retrouvé tous ses moyens, 14 buts la saison dernière. À gauche, Ricky, autrement dit Richard Ovubokiri.
Ce Nigérian qui jouait au Brésil fut prêté 1 an à Laval. Là-bas, 10 buts à son actif. Derrière ces 3 attaquants, à domicile donc, 4 milieux de terrain dont Bernard Zégnier et 3 défenseurs. Avec 18 buts, Zégnier fut le meilleur buteur du dernier championnat, mais désormais son rôle est différent. L'année dernière, on jouait qu'avec 2 attaquants, et voire un quelquefois, quand il y a eu pas mal de blessés. Bon, j'étais amené automatiquement à être plus devant, et j'avais plus d'occasions. Cette saison, on joue avec 3 attaquants, ce qui fait que par la force des choses, il y a moins de place devant. Et puis, ce sont 3 personnes qui marquent beaucoup de buts, donc qui en marquent beaucoup, je pense, cette saison. Donc moi, je reste un peu plus derrière et je distribue le jeu. Avant Zégnier, le meilleur buteur était déjà Messin. Il y a 2 ans, Bocandé avait marqué à 23 reprises. Le point fort de l'équipe étant l'attaque, pourquoi en avoir changé la formule? Tout simplement parce que l'année dernière, on a eu des gros problèmes avec la blessure de Black et qu'on ne voulait plus, si vous voulez, avoir les mêmes problèmes. Donc on a 3 attaquants de haut niveau, notamment Ricky qu'on a récupéré à Laval. Et puisqu'ils sont tous les 3 très bons, autant les associer et les faire jouer ensemble. La formule de 3 attaquants permet d'occuper toutes les zones. Donc la zone 1, si vous voulez, c'est la zone extérieure gauche, la zone 2 et la zone 3. Avec également, si vous voulez, sur le plan du jeu, une interpénétration totale, surtout latérale, entre les 3 attaquants. Notamment Ricky qui peut prendre la place de Black, Black qui peut appuyer dans l'espace. Et également Michiche qui peut venir dans la zone à Black et Black également prendre la zone à Michiche. Donc si vous voulez, ce travail est intéressant pour déboussoler une défense, pour éventuellement chercher les extérieurs à tout prix. Les inconvénients de la formule, quand un attaquant est pris, c'est-à-dire qu'il y a une interception défensive adverse, donc une relance du jeu adverse, un surcroît de travail pour les milieux de terrain qui sont obligés de compenser peut-être un manque de travail défensif de l'ailier qui, dans la situation présente, est hors circuit. Autre conséquence, une plus grande concurrence. Si Metz aligne 3 attaquants à domicile, il n'y en a plus que 2 sur terrain adverse. L'un d'entre eux, forcément, se retrouve alors remplaçant. Bien sûr, on est obligé de l'accepter. I accept it. That's football. That's no problem. No, I accept it. Et à domicile, c'est l'inverse. Si le 3e attaquant rentre, c'est qu'il prend la place d'un autre joueur, en l'occurrence d'un milieu de terrain. Ils sont 5 à l'extérieur, mais on l'a vu, 4 seulement à domicile. Carlos Lopez, vous n'avez pas l'impression un petit peu finalement d'être un pion? Si, bien sûr, surtout lorsqu'on ne joue pas comme c'est mon cas ce soir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui le football évolue chaque année. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'être bon en entraînement ou en match pour pouvoir avoir sa place, mais ça se passe surtout dans le choix tactique de l'entraîneur. Un choix qui fait de Metz une équipe au double visage. Tout dépend de l'endroit où elle joue. Une histoire de remplaçants et d'attaquants. Et on ne quitte pas l'équipe de Metz, on la suit même en voyage. Elle jouait hier soir à la Beaujoire contre Nantes. Yves Kupferminck. Nantes-Metz, sur le papier, une bien belle affiche qui n'a pourtant pas attiré la grande foule à la Beaujoire. Spectateur de marque, Andy Roxburgh est le sélectionneur de l'équipe nationale d'Écosse. L'occasion pour lui de faire d'une pierre deux coups en supervisant Maurice Johnston, le Nantais, et Eric Black qui évolue depuis la saison dernière dans les rangs du FC Metz. 2 avant-centres écossais que l'on a peu vus dans une première période assez terne, sans véritable occasion de but, tout juste quelques escarmouches. Comme ce tir du Messin Carlos Lopez arrêté sans problème par David Marot. Avec 2 défenses particulièrement bien organisées, la bataille s'est essentiellement déroulée au milieu du terrain où le manque d'espace n'a pas permis aux Nantais de développer leur jeu collectif. Des Nantais qui ont peut-être abusé des centres aériens comme celui-ci de Bade, repris sans succès par Christophe Robert. Jean-Pierre Bade que l'on retrouve ici à la 30e minute pour l'action la plus dangereuse de la première période. Centre en retrait de Loïc Amis pour Rio qui tente le 1-2 avec Johnston, mais Rio est abattu à l'entrée de la surface. Par Ponce, il y avait peut-être pénalty. Ça permet en tout cas à Metz d'atteindre la mi-temps sur le score de 0-0 après que Carlos Lopez ait une nouvelle fois tenté sa chance sur le côté gauche. 1-2 avec Black et tir de l'extérieur du pied droit qui passe de peu à côté du but nantais. Bien de folichon en première période, ce n'est que dans la dernière demi-heure que le match va réellement démarrer avec ce coup franc brossé de Jean-Louis Zanon qui rase le poteau de Marot. Et puis toute une série d'occasions nantaises, plus dangereuses les unes que les autres. 72e minute, ouverture de Tis pour Johnston sur le côté droit. Johnston qui va centrer pour Anziani qui vient d'entrer. Contrôle de la poitrine et frappe du gauche de Philippe Anziani, mais superbe arrêt de Michel Etor. C'est de ce côté droit que viennent la plupart des occasions nantaises. Avec cette fois Loïc Amis, on joue depuis 75 minutes. Centre pour Johnston,
qui prend le ballon de la tête puis le reprend de volée. Mais Hétor est encore sur la trajectoire pour un arrêt décisif. Michel Hétor ne sera battu qu'une seule fois à 9 minutes de la fin. Sur cette action amorcée par Fabien Deboté, Johnston sert Rio qui laisse en retrait pour Vincent Brassigliano un tir canon. Et c'est la transversale qui supplée le gardien lorrain. Metz a eu de la chance mais aurait aussi bien pu l'emporter 2 minutes plus tard sur ce long dégagement d'Hétor si Carmelo Michich n'avait pas oublié de servir sur sa gauche Bernard Zény, mieux placé que lui. À 5 minutes de la fin, les Bretons obtiennent une nouvelle balle de match sur ce corner de Rio dévié par Koumboiré dans les pieds d'Anziani, mais Sylvain Castendutch intervient sur sa ligne, permettant à Metz d'obtenir un match nul un peu flatteur, compte tenu du dernier quart d'heure des Nantais qui, avec un peu plus de réussite, aurait dû forcer la décision. Il s'est passé des choses à l'intersaison. À Cannes, le président Guillot qui s'en va, Richard Comte qui assure l'intérim et qui arrive sans se presser. Et un petit nouveau, un petit dernier que l'on découvre avec Bernard Renaud. 22 votants, 22 suffrages exprimés, 22 oui. Madame Anne-Marie Dupuis est élue présidente de la SCAN. Aïe aïe aïe, 6 août 87, catastrophe, le ciel tombe sur la tête du football français. Pour la première fois, une femme devient présidente d'un club de première division. Anne-Marie Dupuis, 67 ans, maire de Cannes depuis 83. Pour certains, c'est sûr, c'est un coup politique. On peut penser ce qu'on veut, moi je suis ce que je suis, je sais ce que je suis, mes collaborateurs le savent, je ne fais pas d'électoralisme. Comment ça, laquelle? Il n'y en a qu'une! Et oui, il n'y en a qu'une en France et peut-être même en Europe à être à la tête d'un club professionnel. Mais Madame le maire a l'habitude d'ouvrir des brèches. Première femme à être nommée conseiller d'État par un président de la République. Première femme à être directeur de cabinet d'un président de la République. Et seule femme à être maire d'une ville de plus de 50 000 habitants. Bref, pour Madame Dupuis, la politique, c'est aussi du sport. Je vais faire peut-être hurler certains hommes politiques, mais on est un petit peu comme les joueurs, on est un peu des artistes dans notre genre. on est tout le temps sur le devant de la scène, on est toujours obligé de se dépasser, on est obligé toujours de faire au moins aussi bien, sinon mieux. Il y a des caractéristiques, un artiste sur scène doit avoir les mêmes préoccupations, c'est pas tellement facile. Que je ne comprends pas toujours bien. La première ligne après les buts et puis la deuxième ligne ronde. Oui, c'est ça. Je ne comprends pas toujours les raisons pour lesquelles le jeu est arrêté. Vous êtes mis au football maintenant? Vous savez un petit peu comment ça se joue? J'ai demandé à Rampillon de me trouver un petit... Je suis une intellectuelle, moi. De me trouver un petit guide. Je pense que j'irai beaucoup plus vite en apprenant le petit guide qu'en écoutant ou en regardant les matchs. Alors je pose des questions, bien sûr, et il m'explique, puisqu'il y a toujours un d'eux à côté de moi. J'avais moins un autre jour parce qu'il était blessé, qu'il ne pouvait pas jouer. Donc il m'explique. Mais je crois que j'ai besoin quand même de quelques bases, et que les quelques bases, c'est en les lisant une seule fois, après, mais ça rentre dans mes mémoires. Yana Platini. Alors bien sûr, je sais bien ce que c'est que marquer un but. Je commence à connaître un peu ce qu'est qu'un coup franc. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un coup franc? C'est le coup qui... Enfin, moi, je vais le dire d'une façon de bon sens qui correspond certainement pas à la véritable définition. C'est pour ça que je veux un bouquin. C'est le moment où, après la penalty, l'équipe qui a le ballon peut envoyer en direct et dans certaines conditions, parce que quand c'est trop près du but, on fait un mur, quand c'est loin, on n'en fait pas, en direct le ballon dans le but. Après un pénalty, vous m'avez dit. Pardon? Après un pénalty, c'est ce que vous m'avez dit, oui. C'est bien ça, oui. Bah, vous reviendrez pas en deuxième semaine, hein, parce que vous serez éliminé là. Ah bon, c'est pas ça du tout alors? Vous avez tout faux, ça fait rien. Non. Antoine Martinez, Dominique En revanche, côté joueur, Anne-Marie Dupuis en connaît un rayon. La présentation officielle, un tantinet style réunion de famille, a été effectuée en notre présence jeudi, à l'entraînement. Les camarades. Vous êtes Je vous remercie pour le télégramme d'encouragement. Et puis on espère que vous brûlerez autant de cierges. À chaque fois, ça nous porte beaucoup. L'après-midi, Madame le maire en vacances se repose un peu. Sortie en mer à bord de Critère, le trimaran de Philippe Monet. Philippe Monet, c'est le marin le plus rapide du monde en solitaire. Il a effectué le tour du globe en 129 jours et 17 heures. Sur Critère, on parle bien sûr de sport, de football, d'écueils et même de rochers.
Je ne tiens pas à me retrouver dans la situation de Saint-Étienne. Je pense que l'entraîneur n'a pas, le manager ou l'entraîneur n'ont pas envie de s'y retrouver. C'était plus grave encore, le président non plus. Et puis le maire ne s'est pas très bien porté non plus après. Alors vous voyez que comme opération, c'est une opération à haut risque. Finalement, c'est l'idéal pour un entraîneur d'avoir une femme, comme ça vous êtes tranquille pour la composition des équipes, pas d'ingérence dans la partie technique. Je crois qu'effectivement c'est un plus. Je crois que Madame Dupuis va tout faire au niveau de la gestion du club pour que le club soit sain. Et l'avantage que j'avais effectivement, c'est que sur un plan technique, elle me laisse plein pouvoir. Et je crois que c'est un plus au niveau du club. C'est notre but et notre but commun. C'est un club qui continue à essayer de vivre en première division, mais avec des moyens limités, pas dingues, et avec une gestion rigoureuse. Et les dessous de table, je peux vous dire qu'il n'y en a pas et qu'il n'y en aura pas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, je n'en sais rien. Je n'avais pas les comptes jusqu'à maintenant. Mais je peux vous dire que maintenant, nous avons remis les comptes dans les mains de mon secrétaire général, et j'aime autant vous dire qu'il n'y aura pas de dessous de table. Ils le savent, je leur ai dit. Et je ne suis pas une femme qui cède sur les principes. Il n'y en a qu'une! Il n'y en a effectivement qu'une, bon, pour les dessous de table, là, c'est râpé. Une petite page de publicité, et puis on retrouve l'AS Cannes, mais en match, contre le Paris Saint-Germain. Change ta vie, choisis le bleu, tu seras mieux, gilet bleu 2, de l'âme te rase de plus près, ta couleur c'est bleu, gilet bleu 2. Et oui, hier soir au stade de la Boca, c'était la première fois que le PSG affrontait Cannes en première division et Christian Vella était l'envoyé spécial de Téléfoot. Hier soir à Cannes, je n'aurais pas voulu être à la place de Francis Borelli. Et oui, le président du Paris Saint-Germain est aussi président d'honneur de l'AS Cannes. Et on sait qu'à son retour d'Afrique du Nord, ce n'est pas Paris qui l'a pris dans ses bras, c'est Cannes qui a accueilli ce pied noir, qui pensait pouvoir faire une carrière de footballeur professionnel. On sait ce qu'il en est advenu. Mais le fait est que Borelli et Cannes, c'est une affaire de cœur, au point que le président du PSG a cru bon de devoir prêter 2 joueurs à l'AS Cannes, Pilorget et Polagnoc, dont les salaires sont en grande partie payés par le club parisien. Alors, imaginons un petit instant que Paris fut battu à Cannes, c'eût été comme si Borelli s'était battu lui-même. On a bien cru d'ailleurs que les ex-parisiens Polagnoc et Pilorget pourraient être les bourreaux de leur ancien club. Polagnoc notamment, que l'on a souvent vu à son avantage hier soir, et qui fut à l'origine du premier but de la partie en obtenant un coup franc que tire Albert Raymond. La défense parisienne repousse dans les pieds de Polagnoc qui transmet à Savic, et ça fait 1-0 pour Cannes après 13 minutes de jeu. Devant un public record, Cannes ne se fait pas à l'idée de mener devant le PSG. Sa défense notamment montre des signes de faiblesse, surtout sur les coups de pied arrêtés. Comme ici où Jean-François Charbonnier du plat du pied met les deux équipes à égalité. Cannes laisse passer sa chance sur cette passe de Moisan pour Pilorget, mais le centre de ce dernier est bien intercepté par Joël Batz. Bien qu'assez intense, le jeu manque singulièrement d'envergure et c'est à nouveau sur un coup de pied arrêté que Paris va assommer l'AS Cannes. Corner tiré de la droite par Calderon et reprise de la tête de Thierry Rabat. 2-1 pour Paris à la mi-temps. En seconde mi-temps, Cannes va jeter toutes ses forces dans la bataille. Mais l'équipe azuréenne va le faire de façon beaucoup trop désordonnée pour troubler la sérénité parisienne. Seuls Polagnoc et Félix Lacuesta tentent de mettre de l'ordre dans la maison. Ici, Lacuesta nous fait apprécier tout son talent, pas mal pour un ancien chômeur. Les esprits s'échauffent et la température déjà caniculaire monte encore de plusieurs degrés entre Alain Moisan et Gabriel Calderon. Cannes fébrile, Paris plus opiniâtre que génial. Bref, le match n'atteignait pas les sommets que l'on espérait. Et c'est Paris qui allait définitivement se mettre à l'abri d'un retour cannois sur ce débordement de Bruno Roux.
ponctué par un troisième but de Patrice Marquet, le bien nommé. Sous les yeux de Philippe Séguin, notre ministre du Travail, victoire précieuse donc pour le PSG revenu au sommet avec une équipe de jeunes baroudeurs et coup d'arrêt pour l'AS Cannes après son succès de Toulouse. C'est comme si ce championnat avait le sang qui lui montait à la tête. Voilà un bon match en tout cas du Paris Saint-Germain qui s'est racheté de sa contre-performance contre Monaco. Les autres buts de cette 7e journée, Yves Kupferman. Et on commence par la grosse surprise de cette 7e journée, la victoire de Niort, le promu, sur le terrain du leader monégasque. C'est Niort qui ouvre la marque à la 15e minute par le Marocain Amanala. Égalisation monégasque 6 minutes plus tard par Manuel Amoros sur penalty, mais à la 37e minute, nouveau coup de tonnerre avec le deuxième but d'Amanala sur un centre de Scaglia. Ettori arrêtera un pénalty de Marini mais commet à la 64e minute une erreur qui permet à Didier Tolo de marquer le troisième but des Niortais qui l'emporte donc 3 buts à 1. Sous les yeux d'Henri Michel, Toulon et Montpellier n'ont pu se départager. Toulon laisse ainsi échapper la 2e place au classement. Saint-Étienne se porte bien comme le prouvent les 17 000 spectateurs de Geoffroy Guichard et la victoire obtenue aux dépens d'Auxerre. C'est Patrice Garande qui ouvre la marque à la 18e minute à la suite d'un corner d'El Adaoui. Deuxième but de Garande 9 minutes plus tard sur penalty. Finalement, Saint-Étienne l'emportera 2 buts à 1. Veil-Ruard réduisant l'écart à la 46e minute sur un nouveau penalty. Un avertissement de chaque côté, mais pas de but entre Lille et Le Havre qui se séparent sur le score de 0 à 0. Laval-Nice avec le deuxième succès à l'extérieur des Niçois qui s'étaient déjà imposés 1 à 0 à Brest et qui ont réédité leur exploit à Laval. C'est pourtant Laval qui ouvre la marque à la 42e minute par le Camerounais Oman Biik. 1 à 0, c'est le score à la mi-temps. Nice égalise à la 57e minute par le jeune Solaire à la suite d'un centre de Turbos. Et c'est à 5 minutes de la fin que Nice prend définitivement l'avantage grâce au Yougoslave Elsner au départ et à l'arrivée de ce centre de Bravo. Et pour terminer, le réveil des Brestois qui n'avaient marqué qu'un seul but en 6 matchs et qui hier ont passé 4 buts à Lens. Le premier à la 5e minute par Marc Pascal. Le deuxième en deuxième période, toujours par Marc Pascal, d'une tête piquée. Marc Pascal qui va inscrire les 4 buts de son équipe. Regardez bien le troisième. Un ciseau acrobatique retourné qui trompe Gaëtan Huard. On ne verra pas le quatrième. Et finalement, Lens réduira l'écart en toute fin de match à 2 minutes de la fin par Souto. Score final 4 buts à 1 pour Brest. Au classement, Monaco conserve la première place avec un point d'avance sur Bordeaux et le Paris Saint-Germain. 4 points seulement séparent le premier de Nantes, le 17e. Et c'est Lens qui ferme la marche avec 1 point de retard sur Laval et Brest. 23 buts ont été inscrits lors de cette 7e journée. 139 500 spectateurs ont assisté au match, soit une moyenne de 13 950 spectateurs par match. Et chapeau quand même à Marc Pascal parce que 4 buts comme ça, il faut le faire. Oui, alors le but de la semaine. Oui, parce qu'il y a eu pas mal de 0-0. Ce qui est quand même amusant pour revenir à Marc Pascal, c'est que le jour même, et même il est arrivé pour le 4e but, le président Ivinec avec un avant-centre dans sa poche, le Paraguayen Cabañas que vous avez vu lors de la dernière Coupe du Monde. Et qui doit se demander, pour faire mieux qu'un avant-centre qui marque 4 buts, ça va être difficile, mais enfin ils pourront jouer ensemble. Malheureusement, je n'avais pas reçu les buts de Brest, parce que c'est vrai qu'il est joli se retourner au moment du but de la semaine. Les buts sont arrivés très tard, alors que Marc Pascal, m'excuse, j'avais déjà fait le coup lorsqu'il était à Nice. Ce n'est pas son but. Ça pour le prochain coup. Eh bien, il s'agit du premier but de l'OGC Nice. L'action est partie d'assez loin, 40 mètres, début lavallois. Kurbos joue bien avec Guérit. Il a vu l'ouverture, Guérit, il va passer dans ce trou de souris. Bien protéger son ballon maintenant, protéger son corps aussi, à l'aide du bras. Le 1-2 est parfait avec Djelmas. Il n'a pas vu
L'attaquant niçois sur la gauche, Guérit, en revanche, il est attiré par l'appel de balle de Kurbos, qui est bien parti. Il lève la tête, voit bien la position du gardien de but. C'est difficile, le lobé, l'angle est bouché. Alors Kurbos réalise un très joli centre au cordeau. Avait-il vu Soler? C'est difficile à dire, lui seul le sait. En fait, en tout cas, un très joli but, surtout sur le plan collectif, sur le plan de la progression du ballon. Voilà, nous passons maintenant à la rubrique étrangère avec des images surprenantes qui nous viennent d'Indianapolis. Il s'agissait des Jeux panaméricains et d'un match entre le Brésil et le Mexique. C'était un quart de finale, je crois. Alors regardez, effectivement, il y a sans doute une faute du Brésilien dans la surface de réparation. Mais l'arbitre n'accorde pas un penalty aux Mexicains. Le Brésil mène 1-0 et là, soyez très attentifs, c'est assez curieux. Il y a un monsieur qui va sortir comme un diable de sa boîte du banc mexicain, un soigneur ou un dirigeant. Le Brésilien, évidemment, il poursuit son action, boum. Voilà. Certains s'y prennent à l'arbitre, mais l'arbitre devait être trop loin. Alors le monsieur en question a craqué. Vous voyez, c'était plus fort que lui. Il fallait qu'il arrête cette action car il estimait sans doute qu'il y avait pénalty. Finalement, le Brésil qui a remporté au passage, je vous signale, ces Jeux panaméricains qui se déroulaient à Indianapolis. Et maintenant, on enchaîne. Alors qu'évidemment, il y a les traditionnels, vous connaissez tout ça. On enchaîne avec l'étranger, en particulier l'Angleterre, Nottingham Forest, Everton. Nous allons voir quelques extraits de cette rencontre. Mais tout d'abord, Bobby Robson, au micro de Marianne Mako, qui fait le point un petit peu sur ces deux équipes. C'était au Parc des Princes mercredi soir, qui est venu vous rappeler. Ils ont subi quelques changements importants cet été. Ils ont perdu 3 joueurs. Mais ils seront encore très bons cette année. Ils seront très forts à domicile. Everton, je les ai vus il y a seulement 3 jours et ils ont 8 joueurs principaux blessés. Mais ils ont une forte équipe, de très jeunes joueurs. Et ils peuvent quand même construire une très bonne équipe malgré l'absence pour ce match de 5 à 6 de leurs titulaires. Bobby le dit, eh bien nous allons bien voir. Nous allons aller au City Ground qui se trouve derrière moi, qui avait été le théâtre d'exploits des joueurs au maillot rouge de Nottingham Forest, de Brian Clough, puisqu'ils avaient remporté à 2 reprises, 2 années consécutivement, vous vous en souvenez sans doute, la Coupe d'Europe, ni plus ni moins, des clubs champions avec Birtles, Gemil, etc., etc. Alors ici, c'est la mascotte d'Everton, Everton qui joue en maillot bleu et qui échauffe un petit peu le gardien, en compagnie de Sharp. Et vous voyez, on a de l'idée à Nottingham pour donner ses petits bulletins. Mais évidemment, rapidement, ça tourne à l'émeute, ça pose un problème. Et oui, on s'échauffe toujours du côté d'Everton et toujours les petits programmes. Et là, il a beaucoup de métiers. Déjà, ce petit, vous voyez, il fait tomber le programme et habilement, il remonte. Bon, il n'y a pas à dire, ces Anglais sont fortiches. Il y a aussi une mascotte pour Nottingham et le même arbitre que la dernière fois. Regardez, il est superbe. Je suis sûr qu'il s'aime beaucoup. C'est Roger Milford de Bristol. Très précieux. Et maintenant, nous entrons dans le vif du sujet avec Frank Carr, le numéro 7 et ailier droit de Nottingham Forest. Et déjà une bonne occasion. Et si on pouvait pousser un petit peu le son d'ambiance, comme la semaine dernière, ça serait mieux pour les téléspectateurs, je crois. Voilà une tentative ici, un bon relais avec Nigel Clough et du bout du pied Wilkinson. Et au départ, c'était Lee Glauber, l'ailier gauche. On le retrouve de Nottingham Forest. Nous sommes en début de match et il y a Nigel Clough qui porte le numéro 9. Wilkinson a repris ensuite, qui est le fils du célèbre manager de Nottingham Forest. Encore une occasion pour Wilkinson qui est parti dans le trou, qui va être rejoint au tout dernier moment. Non. Mais en tout cas, Bobby Mills, qui remplace donc Suttle dans les buts d'Everton, a bien réagi. Toujours Wilkinson. Et finalement, eh bien oui, Everton va pouvoir récupérer ce ballon à un début de match Tony Truant, pas de round d'observation, un superbe ailier droit du côté de Nottingham Forest. Et il y a encore des îles. Ils sont redoutables dans les contre-pieds. Là, on pense qu'il va perdre le ballon. C'est mal engagé avec 2 joueurs sur le dos. Finalement, eh bien, c'est Snowden qui est obligé de commettre une faute. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'ailier droit de Arsenal, Rocastle, la semaine dernière, était également un joueur de couleur. Maintenant, Everton, et regardez, il est cassé en 2. 9.2. Et voilà. Aucune réaction, ne va pas s'en prendre à son adversaire. L'arbitre est là pour ça. Ça, c'est le côté éducatif pour les jeunes téléspectateurs qui suivent ces images. Ils pouvaient en faire de même dans les matchs le dimanche. Encore une bonne occasion pour Wilkinson. Il faut prendre exemple sur ce genre d'images. Donc on revoit l'action de Wilkinson. En fait, c'est Radcliffe, le capitaine d'Everton, qui contre au tout dernier moment. Un joli tacle glissé.
Là, il y avait une tentative de Stuart Pearce. Et ici, sur la droite, Colin Harvey. Je crois que c'est l'ancien gardien de but de la grande époque de Leeds United, qui a pris la succession d'Howard Kendall, qui a fait l'essentiel avec Everton, qui est parti à l'Atlético de Bilbao. Un bon tir ici d'Everton, qui se reprend un petit peu en cette fin de première mi-temps. Un tir d'Alan Harper. Et toujours Everton. Harper pour Vandenhoek. Un long centre, une tête terrible de Clark sur le poteau. Wayne Clark. Ça mérite un beau petit ralenti. C'est classique chez les Anglais. Et là, le gardien de but Hans Seegers de Nottingham Forest était bel et bien battu. Toujours la première mi-temps, une déviation astucieuse de Campbell. Vous voyez beaucoup d'occasions de part et d'autre, surtout du côté de Nottingham. Mais à la mi-temps, eh bien, le score est toujours de 0-0. Et le petit cadreur anglais est un petit filou. Ah, il y en a partout, hein, des Coco Girls. Et il y a un monsieur qui va demander un programme pour la 7e fois. Voilà, charmant ami. Mais voilà, nous allons retourner sur la pelouse avec encore un bon raid de Wilkinson. Et là encore, des belles images pour le fair play. Vous voyez, n'en rajoute pas. Et même un petit peu de familiarité avec Pat Vandenhoek. On joue dans l'esprit. Et ça n'empêche pas qu'on puisse gagner beaucoup de Coupes d'Europe. Jouer dans l'esprit. D'ailleurs, c'est quand on est bien dans sa tête qu'on est généralement le plus fort. Brian Clough qui se gratouille le mollet droit, qui est en short. Vous le connaissez bien sûr. Ici une tentative, mais Campbell était signalé hors jeu. C'était une tentative de Neil Webb, numéro 8. Il aurait pu partir tout seul. Et Campbell et Brian Clough qui commencent à s'exciter et à nous faire son cinéma. Il faut dire que Nottingham appuie, mériterait un but peut-être sur cette action de Kerr. Allez, c'est le numéro 5, malheureusement, Colin Foster, qui n'est pas trop habitué à ce genre de situation, qui a raté ce qui se pouvait paraître assez facile. Brian Clough, qui est ravi, évidemment. Lee Glover, qui fait le forcing. Attention, un bon centre, et ça... Oh, le poteau Everton s'en sort bien, ça sent le but. Et voilà, sur cette action, que rien du tout, qu'il est taclé au tout dernier moment, Neil Webb. Et sur cette action de Wilkinson, alors toujours Webb, il en passe un, regardez, super, 2, 3, et maintenant, et toujours pas. Nottingham bute régulièrement sur une défense hyper renforcée d'Everton qui se contenterait bien d'un match nul à ce moment de la partie. Campbell, finalement, ballon renvoyé par la défense d'Everton. Brian Clough va avoir une fin de match difficile, tout comme Nottingham quand même, qui aurait pu encaisser un but sur cette belle action de Clark. On va revoir cela au ralenti, en contre-attaque, dans les toutes dernières minutes. Eh bien oui, nous en resterons là entre Everton et Nottingham Forest. Score final 0-0, mais un bien joli match tout de même au City Ground de Nottingham. Voici les autres résultats. Luton West Ham 2 partout. Manchester United a battu Watford, vous le constatez, 2-0. 3-1 Norwich à domicile devant Coventry. Portsmouth contre Southampton, il y a eu 40 arrestations. Ça a été assez chaud. Queen's Park Rangers, Barcelone 2-0. Victoire à l'extérieur, c'est la seule pour l'instant de Newcastle à Sheffield. Tottenham difficilement devant Chelsea. Match nul Wimbledon, Oxford. Et puis Liverpool, Derby, ce sera à rejouer. Pour l'instant en tête, Queen's Park Rangers, c'est un petit peu une surprise. Et puis maintenant, des images du championnat d'Allemagne avec le match entre Mönchengladbach et Leverkusen. Premier but avec beaucoup de sang-froid marqué par Leverkusen. C'est une surprise par Villath à la 44e minute plus exactement. Nous sommes maintenant en deuxième mi-temps. Mönchengladbach fait le forcing et nous y voici à la 67e minute avec Villath. Jolie tête, un but partout donc entre Mönchengladbach et Leverkusen, mais nous n'en resterons pas là. Il y a un joueur qui se distingue régulièrement depuis quelques mois, c'est Uwe Rahn. On l'a vu contre l'équipe de France, on l'a vu aussi en Coupe d'Europe. Il marque beaucoup de buts. Là, il a un bon coup de rein et Mönchengladbach l'emporte devant Leverkusen 2-1. C'est bien dommage pour le gardien de but. Match nul entre Brême et Bochum 0-0. Cologne, qui est deuxième actuellement, a battu Uerdingen 2-0. Stuttgart est seul en tête avec 7 points, l'emporté à Francfort 2-0. Hanovre 3-2 devant Karlsruhe. Hambourg, et non Hambourg. Hambourg, c'est une surprise, a battu la grande équipe du Bayern de Munich. Nuremberg Dortmund 0-0. Schalke n'a pas fait de détails devant Kaiserslautern. C'est la première défaite absolument du Bayern. Et puis là, 2 buts partout. C'est terminé pour les Français. Deuxième division maintenant, un championnat passionnant aussi bien dans le groupe A que dans le groupe B.
Martin Zara s'est attaché à la rencontre Rouen-Beauvais. Rouen, un promu qui marque. Martin Zara. Il y a 3 ans, Rouen quitte la première division. Son passage à l'échelon inférieur ne dure qu'un an. C'est alors la chute pour le club normand qui se retrouve l'année suivante en 3e division. On décide de tout changer, joueurs, entraîneurs et même l'équipe dirigeante. Oui, on a fait table rase du passé, je crois que c'était nécessaire. Une année en 3e division, bon, la remontée, c'était notre objectif. On l'a réussi, mais je pense que c'était absolument nécessaire pour le maintien du football professionnel à Rouen. Mais Rouen ne veut pas s'arrêter là. Rouen veut retrouver la première division. Rouen est une ville de football. On a la chance d'être un peu une plaque tournante en Haute-Normandie. Et je crois que le passé l'a montré. On peut prétendre effectivement jouer en première division. C'est notre objectif à terme. Avec Arnaud Dos Santos, on s'est donné 3 ans pour essayer de retrouver la première division. Et pour l'instant, ça marche. Rouen est l'équipe surprise de ce début de saison. 2e derrière Strasbourg et toujours invaincu. Quelle est donc la recette du succès rouennais? C'est devenu professionnel à tous les niveaux, que ce soit dirigeants, entraîneurs et joueurs. Je pense que nous formons, je sais que c'est un peu péjoratif dans le football, mais nous formons une grande famille. Rouen-Beauvais, une affiche un peu spéciale. À Beauvais, on retrouve 3 anciens Rouennais, plus l'entraîneur, le Polonais Bialas. À Rouen, c'est du pareil au même, avec l'arrivée d'Arnaud Dos Santos et de plusieurs joueurs. Un échange de bons procédés, puisque certains Rouennais sont partis à Beauvais, des Beauvaisiens sont venus ici. Je crois que c'est une affaire de famille ce soir. Ceci dit, eh bien, j'espère que ce match se passera dans le plus grand fair play. Mais je souhaite, même si j'ai gardé de bonnes relations à Beauvais, eh bien que la victoire reste à Rouen. Question fair play, ça n'a pas été tout à fait ça. Mais question résultat, tout s'est bien passé pour Rouen. Les Normands l'ont facilement emporté, même si dès la 4e minute, Beauvais ouvre le score grâce à ce but de Desportes, un ancien Rouennais. Rouen égalise à 7 minutes du repos grâce à un cadeau de la défense de Beauvais. Et les Normands vont prendre l'avantage en début de seconde période. Sur ce corner tiré par le Tchèque Jarolim et ce coup de tête de Martet, l'ancien attaquant de Beauvais. Rouen se met définitivement à l'abri à un quart d'heure de la fin du match grâce à un but de Jean-Michel Titeka, un joueur prêté la saison dernière par Rouen à Beauvais et de retour au club normand cette année. Enfin, à la dernière minute, suite à un coup franc mal renvoyé par la défense de Beauvais, Montibellet trompe facilement Collery. Question, résultat, Rouen l'emporte 4-1. Mais c'est un match à vite oublier, la violence a gâché le spectacle, l'arbitre a dû sortir 5 cartons jaunes et expulser 2 joueurs de Beauvais. Fautif peut-être l'antagonisme entre les deux clubs, mais ces problèmes n'auraient jamais dû, et c'est inacceptable, se répercuter sur le terrain. Je pense que dans le premier temps, l'arbitre il était un peu dépassé, après c'était très difficile de contrôler les joueurs, mais le premier fautif c'est l'arbitre. On a eu des agressions à l'appel, on a 7 avertissements, et encore en deuxième mi-temps ça s'est calmé, car j'ai convoqué les deux capitaines à la mi-temps, les 2 entraîneurs, leur demandant de calmer leurs joueurs, qu'on ne pouvait pas continuer, ce n'était plus du football. Alors effectivement ça s'est calmé pendant une demi-heure, 35 minutes en seconde période, et puis c'est reparti dans les 10 dernières minutes. Les résultats donc de cette journée, à noter la nouvelle défaite des Rémois de Carlos Bianchi qui vont bien mal en ce moment, battus par l'entente Melun-Fontainebleau 77 dans ce groupe. Eh bien c'est l'équipe de Strasbourg qui mène la marche avec 2 buts de Didot. À noter aussi le bon comportement de Saint-Dizier, nouveau vainqueur à domicile de Mulhouse. Dans l'autre groupe, eh bien, Sochaux a encore cartonné, ne menant à la mi-temps que par 1-1. Sochaux l'a finalement emporté 6-0 contre Istres. Je crois que ça fait 28 buts en 7 matchs pour les canonniers sochaliens, en route pour la première division. En tout cas, ils mènent car Lyon menait 2-0 et finalement a dû se contenter du résultat nul. Thierry, avant de voir la grille du loto, je précise que Monceau, qui est surprenant vainqueur à Martigues 1-0 et qui réalise un début de championnat de tout premier ordre et qui est premier ex-aequo. Tout à fait. Eh bien, nous irons la semaine prochaine à Monceau. Si on peut voir le loto maintenant qui a été sans doute très difficile encore à trouver avec ses 3 victoires à l'extérieur et puis la fameuse de Niort, encore celle du PSG, bon Nice qui avait déjà battu Brest à l'extérieur. Tous ces matchs nuls 0-0 ont dû perturber beaucoup de parieurs. À 7 matchs nuls, mais ça on vous le dit à la fin de chaque téléfoot, il y a beaucoup de matchs nuls dans une grille du loto entre 5 et 8. Oui, mais enfin il va bien y avoir des victoires à domicile quand même un jour ou l'autre. Bah là il y en a 4, 5, 6, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. De presse
Oui, la revue de presse, voilà, je voudrais vous présenter pour tous ceux qui ont la nostalgie des Verts. Regardez-moi ce beau livre, La Passion des Verts, c'est signé Monique Pivot. Et oui, c'est la femme de Bernard, c'est une famille où on adore le football. C'est aux éditions de la Manufacture et Dominique Rocheteau qui est en couverture, l'Archange Vert. Il a bien changé depuis. Et puis avant de nous quitter, Didier, je voudrais souhaiter, une fois n'est pas coutume, bon anniversaire à un petit club. Je crois que ce petit club qui s'appelle l'Union Sportive Thirangeoise, ça tombe bien, c'est près de Saint-Étienne, fête aujourd'hui son 30e anniversaire. Alors bravo l'US Thirangeoise, bon anniversaire et continuez à nous faire de bons petits matchs de football dans votre région. Voilà, eh bien on va se quitter là-dessus et puis on va se retrouver dimanche prochain pour un autre téléfoot. Vous aurez la grande joie de retrouver Didier Roustan tout seul, car moi je serai à Rome avec les athlètes. Merci, bon après-midi avec Patrick Tillet, bonne soirée aussi avec Patrick Tillet. Et puis à dimanche prochain pour le numéro 361, je crois, Solange Peters me le confirmera, de Téléfoot. Merci, bon après-midi, bonne soirée, au revoir.